Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, on part en drone pour aller observer les oiseaux. Oui. Comment ça va Sophie ? Mais ça va et toi ? Eh ben écoute, ça va bien, on va donc parler de drone de ton côté. Ouais, j'avais envie, mais c'est un drone un peu spécial, donc je vous en parlerai tout à l'heure, vous verrez. C'est très sympa. Non, voilà. Intéressant. On part pas dans la mécanique, vous en faites pas, rien de bien spécifique. On a déjà évoqué un petit peu les drones dans l'émission. Je suis assez curieux de savoir un petit peu ce que tu vas pouvoir nous dire de plus. Eh ben moi, je vais reparler d'un sujet que j'avais déjà évoqué dans le précédent épisode du Courrier de la Sterne, puisqu'il s'agit de grues. Je vous avais parlé de grues du Japon. Eh bien, il va y avoir une deuxième partie à cette news qui était plutôt, on va dire, importante précédemment, puisque j'ai eu l'occasion d'avoir accès, grâce donc eh bien, à l'autrice de ce papier, à l'intégralité de ce qu'elle a écrit. Donc, on va pouvoir décortiquer tout ça un petit peu ensemble. Rappel, Ok. on va parler des grues et de l'importance qu'ont eu les enfants dans la conservation de la grue du Japon. Ah bah Un c'est top programme ça. fantastique. Mais avant tout ça, on va commencer par les petites news. Moi j'en ai 3, tu m'as dit Sophie que t'en avais une seule. Est-ce que tu veux Ouais. que je commence du coup de Bah mon côté ? vas-y. Eh bien je vais commencer donc par une petite news qui date pas forcément on va dire de récemment, puisque on va parler de l'engoulevent de Timor, voilà, du Timor oriental pour être précis. C'est un engoulevent qui a été redécouvert il n'y a pas très longtemps. Et puis, c'est un petit billet de blog qui est disponible sur le site internet du British Ornithologist Union, qui reparlait un petit peu de cet oiseau. Et si vous êtes intéressé par en savoir plus sur ce petit oiseau qui a été découvert il y a, je crois, 2 ans de cela, eh bien, il y a Ornithomédia qui en avait fait un petit article également. Voilà, après il n'y a pas forcément grand chose de très creusé, puisque c'est surtout une scission en fait avec l'engoulevent de Metz qui lui aussi vit dans les parages. Donc on est plus sur, on va dire, une séparation d'une espèce en deux plutôt qu'une redécouverte d'une nouvelle espèce. Exactement. Bah moi de mon Sophie. côté, je vais vous parler d'un sujet qui est un peu moins drôle. On va parler de la grippe aviaire. Ok. Parce que malheureusement, ça a refait surface il y a pas longtemps. Il y a une publication qui est sortie là, le 5 ou le 6 décembre dernier, je sais plus exactement, qui a été publiée donc dans un journal d'épidémiologie et qui malheureusement nous explique que la grippe aviaire, elle est à ça, mais alors vraiment très très proche de devenir une pandémie mondiale comme l'a été le Covid. Ok. Donc en fait, je sais pas si vous vous souvenez un petit... On avait fait un épisode sur le sujet, hein, tu te On souviens ? en a fait même plusieurs. Voilà. On a fait un épisode il y a la première année, et puis moi j'ai refait un épisode avec le cas du Mexique, dont on avait reparlé ensemble, avec notamment cette mort mystérieuse qui était due au virus. C'est ça. Et du coup, là, il y a des news qui sont sorties. Je sais pas si tu te souviens qu'on avait parlé d'une partie du virus qui était particulièrement dangereuse, en tout cas d'un type de grippe aviaire qui était plus dangereux que les autres, qui était la H5N1. Parce que vous vous souvenez, toutes les grippes aviaires, en l'occurrence, elles ont des noms qui sont constitués d'un H et d'un chiffre, et d'un N et d'un chiffre en fonction des protéines qui sont notamment sur l'extérieur de ce virus et qui lui permettent de se fixer à certaines cellules. Et en l'occurrence, cette H5N1, elle a malheureusement une protéine sur son enveloppe qui est vraiment très très proche d'un de nos récepteurs à nous, sur nos cellules, Ok. qui lui permettrait donc de se poser dessus s'il n'y avait que quelques mutations finalement pour changer un petit peu la forme de cette protéine. Pour le moment, on est tranquille parce que cette protéine, pour l'instant, n'a pas ces mutations, heureusement. Donc ça ne lui permet pas de se fixer au récepteur de nos cellules à nous, ça lui permet uniquement de se fixer au récepteur des choses comme les oiseaux, par exemple, qui eux ont des récepteurs qui sont très très proches de la forme de cette protéine-là.
Mais en l'occurrence, il ne suffirait que de quelques mutations, pas beaucoup, pour que cette protéine soit capable de s'attaquer à nos cellules. Donc ils alertaient sur la possible dangerosité de la chose en disant attention, c'est pas juste parce que c'est la grippe aviaire et que pour l'instant ça se transmet pas aux humains qu'il faut pas faire gaffe. Faites quand même bien attention, ça pourrait être plus dangereux que prévu. Absolument, d'autant qu'il y a pas mal de cas qui, on va dire, sont reportés lors de cette période, notamment aux États-Unis. Je crois aussi qu'on a des signalements en Chine. Je ne sais pas en Europe si on a beaucoup de signalements pour l'instant, mais je pense que honnêtement, on devrait en avoir d'ici quelques semaines, on va dire de manière plutôt classique. On a souvent des débuts d'épidémies qui ont lieu, notamment dans le sud de la France lors du passage des oiseaux migrateurs. Mais effectivement, la situation au niveau mondial concernant la grippe aviaire est assez préoccupante. Et voilà, on espère que ça va quand même bien tourner. Faites très attention. On rappelle, Sophie, les gestes élémentaires à respecter si jamais les gens trouvent un oiseau justement qui est décédé de manière mystérieuse. Tout simplement, vous n'y touchez pas, pour commencer. Voilà. Et surtout pas avec des mains non gantées. Vous pouvez appeler soit votre vétérinaire le plus proche, soit les autorités sanitaires de la région qui vont s'empresser de contacter les personnes qui sont responsables des problèmes de grippe aviaire dans votre région. Mais surtout, vous n'y touchez pas, vous ne laissez pas vos animaux familiers y toucher non plus, vous ne laissez personne y toucher. Vous le laissez tranquillement dans son coin et vous passez votre chemin. Voilà. Exactement. Et puis n'oubliez pas de contacter vos mairies et vos préfectures si jamais, qui elles feront le nécessaire si jamais vous découvrez l'oiseau dans un parc ou dans un lieu public notamment. Merci beaucoup Sophie pour ce rappel. Moi je vais parler d'un sujet un petit peu plus léger. Puisque on est en période de footballistique importante en France, puisque c'est la Ligue des Champions actuellement. À l'heure où on enregistre, le Paris Saint-Germain va défier Wolfsburg. Et les Parisiens espèrent bien évidemment une victoire de leur équipe. Et certaines personnes se posaient la question de manière assez ironique de savoir comment le Paris Saint-Germain allait marquer. Et certains évoquaient l'hypothèse de tirer sur des oiseaux pour faire rentrer le ballon dans les filets. Alors je me suis penché sur la question de savoir si effectivement, si un ballon était touché par un oiseau et que ce ballon rentrait dans un but, qu'est-ce qui se passait ? Je suis au regret de vous annoncer qu'il ne se passe rien. Il y a une remise en jeu puisque un ballon ne peut pas être touché par une intervention extérieure. Donc le but serait annulé. Voilà. Donc si vous avez prévu de relâcher des oiseaux pour que le ballon rentre dans les filets, ne le faites pas. Voilà. Parce que malheureusement, ce but ne sera pas accordé. Donc je trouvais ça plutôt marrant de se pencher sur cette question. Mais voilà, c'est inscrit dans le code sportif, dans le code comment dire, des règles du football. On va terminer sur une petite étude qui est sortie sur le GAKE qui vit en Amérique du Sud. C'est une étude qui relate encore une fois la supériorité intellectuelle des corvidés sur tous les autres oiseaux. On l'aura compris, c'est bon. Alors, grosso modo, qu'est-ce que les scientifiques ont fait ? Ils ont pris une boîte fermée, deux types de boîtes fermées. Il y avait une boîte qui était fermée avec des loquets qui nécessitaient pas d'outils. Et puis, il y avait une boîte fermée. Et à l'intérieur de cette boîte, on avait un petit râteau. Et l'objectif, c'était que l'oiseau utilise le râteau pour ramener la nourriture. Donc, pour le premier jeu, 8 jets sur 9 ont réussi l'expérience, puisque en fait les loquets étaient placés sur le bout de la boîte, donc il suffisait de bouger les loquets pour faire en sorte ensuite d'ouvrir la boîte. Seulement un jet sur 9 a toutefois réussi le test numéro B. Voilà. Donc le test numéro 2 avec cette espèce de petit râteau qui permettait de récupérer la nourriture. Ils sont pas si forts que ça alors du coup. Faut croire, mais bon, après, voilà, hein, c'est comme ça. Après, c'est un oiseau assez peu étudié. Le GAKE, on parle beaucoup du jet d'échelle, on parle beaucoup des corbeaux de Nouvelle-Calédonie, notamment lorsqu'on parle des corvidés. Le GAKE, qu'on trouve du coup en Amérique du Sud, a été étudié pour l'expérience. Voilà. Et d'ailleurs, je ne savais pas, et c'est Marilan Taipamar qui me l'a appris, que le corbeau freux savait utiliser les objets, mais uniquement en laboratoire. Voilà. Oui.
Je ne savais pas que le corbeau-fouet était capable de cela. Bah, la plupart des corvidés, de toute façon, hein, ça c'est clair. Absolument. C'est voilà vrai, pour cette petite news. Alors, regarde, si tu veux, j'ai une anecdote. J'ai appris ça aujourd'hui. Non, je la partage parce que c'est marrant. Vous saviez que les coqs, ils passent par une phase... les coqs de basse-cour, hein, j'entends. Ils passent par une phase adolescente où ils essaient de chanter et ils ont la voix un peu toute rouillée, un peu comme un ado. Ok, incroyable. C'est juste la petite... voilà, ça rien d'important, mais je trouvais ça marrant. Mais moi, je dis parfois que ces oiseaux sont malades. Parce qu'effectivement, t'entends parfois la voix rouillée lorsque certains oiseaux ils s'entraînent. Je pense notamment au troglodyte, des fois t'as l'impression qu'il a la grippe. Oui. Pas la grippe aviaire, l'autre, la bien. Il y en a une bien, ah, d'accord. c'est un petit rhume, voilà. Il a chopé froid. Mais d'accord, ok. Donc voilà. C'est parce que ces oiseaux muent finalement? Bah, faut croire, ou alors c'est juste qu'ils s'entraînent et puis ça sort pas encore très bien, tu sais, ils font leur vocalise au début et puis après petit à petit ils arrivent mieux. Je sais pas, mais j'ai entendu un aujourd'hui encore et du coup ça m'a fait penser à ça. Mais effectivement, il avait l'air un petit peu rouillé, il y avait des notes qui étaient pas top. Incroyable. Bon, on va fermer cette rétro piou-piou. Je vais commencer du coup, puisque Sophie, tu m'as explicitement demandé de commencer au début de l'émission. Donc comme je vous l'ai dit, je vais reparler de ce sujet avec les grues du Japon. Je vais faire un petit rapide topo de ce que j'avais dit la dernière fois. Les grues du Japon, ce sont des oiseaux qui sont sacrés au Japon. Le problème, c'est qu'à l'ère Edo, ces oiseaux ont quasiment disparu. Au début du XXe siècle, on s'est rendu compte qu'il restait environ une dizaine d'oiseaux présents à l'est d'Hokkaido, dans la province de Kushiro, pour être précis. Donc on est sur la partie nord du Japon. Et à partir de là, on a essayé de mettre en place un programme de conservation de l'animal. Et c'est à peu près tout ce que je vous avais dit la dernière fois, sauf que, comme je vous l'ai dit, j'ai eu la chance de recevoir de la part de Jeannette Borland, qui a réalisé une étude très spécifique sur comment les enfants, les adolescents ont mis en place justement le programme de conservation des grues du Japon aujourd'hui, qui aujourd'hui porte un nom, on va dire, très caractéristique, puisque c'est le Akan International Crane Center, que vous connaissez peut-être si vous avez visité le Japon. Tout part finalement de cette province d'Akan, de cette ville d'Akan, et plus précisément d'une école, mais je vais y revenir d'ici quelques instants. Parce que, avant tout ça, il faut savoir que le Japon, au sortir de la guerre, n'a quasiment aucune connaissance naturaliste. Ils vont d'ailleurs travailler avec un consortium scientifique, un consortium scientifique donc, qui va justement inciter les Japonais à commencer justement à prendre considération de l'environnement et notamment des oiseaux. Le Nippon Times publie un article le 6 août 1946, donc on est juste après la guerre, on est même un an pile après lâcher de la première bombe atomique donc sur Hiroshima, donc date mine de rien assez symbolique, à propos d'un article qui parle d'une trentaine d'oiseaux qui resteraient à Hokkaido. Donc je vous avais dit qu'on en avait découvert 10 en 1924 et puis une autre population d'une vingtaine d'oiseaux qui ont été retrouvés. Mais on parle quand même de leur extinction assez sérieusement, donc causée notamment par la perte de leur habitat et des restrictions de nourriture. Et donc en 1946, le président de la Société ornithologique insiste que il faut protéger les oiseaux, que ça devient une nécessité. Ce que les Occidentaux font, ils connaissent l'importance de protéger la faune, mais pas les Japonais qui, eux, sont complètement ignorants de cela. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre l'emphase sur la jeunesse. Et à partir de 1946, et tous les ans, ou plutôt tous les ans à partir de 1947, va être mis en place la journée de l'oiseau au Japon. Et cette journée de l'oiseau, pareil, elle va mettre l'emphase effectivement sur la nécessité pour les jeunes enfants, pour les adolescents, d'apprendre à apprécier la nature, à respecter la nature. Parce qu'au Japon, dans cette période-là, les oiseaux, on leur tire dessus avec des cailloux ou on les fait fuir lorsqu'on les voit. Voilà.
Donc Bah c'est oui, pas quelle bonne idée. forcément une super idée pour les protéger. Il y a une autre étape qui va arriver. En 1951, le ministère de l'Éducation, donc toujours au Mhm. Japon, lance un concours d'ornithologie pour les écoles. Et puis en 1955, il y a ce qu'on appelle des clubs qui vont ouvrir. Alors c'est une spécificité au Japon. Vous avez dans les écoles la possibilité de participer à différents clubs, que ce Mhm. soit des clubs de lecture, que ce soit des clubs sur tous les sujets. Et là, en l'occurrence, un club sur les oiseaux, plutôt des clubs sur les oiseaux, qui sont inspirés par les clubs qui sont réalisés aux États-Unis, portés par la Audubon Society. Voilà. Donc ce sont, encore une fois, des enfants qui se réunissent pour partager leur passion de l'ornithologie. Donc on est en 1955 à ce moment-là. Et puis en 1957, il y a Oi Kenji, qui est le principal de l'établissement du Akan Middle School, qui va instaurer un club particulier des oiseaux, le Crane Club. Il a cette idée en observant les oiseaux, donc grosso modo hein, le club des grues bien sûr. Mhm. Il a cette idée en observant l'oiseau en question, et il arrive à convaincre 36 enfants qui le rejoignent au tout début dans ce club. Et leur objectif, il va être assez simple. Il va être de protéger les oiseaux en les observant, en les nourrissant, en les comptant, en notant les observations qui vont être inscrites dans un journal qui s'appellera le Tsuru no Niki, ou le journal des grues. Un journal qui va commencer à obtenir une certaine popularité, une reconnaissance nationale dans les années 60, et plus précisément en 1960. Parce que c'est Mhm. là où ça devient intéressant. Au milieu des années 60, donc on est aux alentours de 63-64, ça va vraiment démarrer comme pas permis, puisque les enfants vont commencer à cultiver leur nourriture, ils vont construire une mare, ils vont préparer la terre pour récupérer les différents blés, maïs et autres nourritures qu'ils pourraient donner aux oiseaux en hiver. Donc ils vont préparer la nourriture comme on l'a préparée à l'époque, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, préparer la terre, placer les grains à la main, les sécher, etc., etc. Donc tout le processus traditionnel, notamment utilisé Mhm. pour le riz. Et puis il va se passer un truc particulièrement incroyable, deux trucs particulièrement incroyables. En 1964, le club décide de publier un petit livret. Un livret qui s'appelle Nihon no Tsuru, la grue du Japon. Mhm. Un petit livret de 82 pages qui a pour objectif de remercier les gens qui ont réalisé des donations, parce que au départ, avant de cultiver leur nourriture de leur côté, ils allaient demander à des gens de leur faire des dons de nourriture pour pouvoir nourrir les grues à ce moment-là. Eh ben oui, Et il logique. s'avère que, le petit livret est un succès énorme. Ah bon? Un succès qui attire l'attention de NHK, qui est Nippon Hoso Kyokai, qui est la chaîne de La télé chaîne, oui, oui. nationale, qui Mhm. réalise un documentaire d'une quinzaine de minutes sur ce club un petit peu particulier. Et ce club particulier, il va... alors d'après ce que j'ai lu, mais je n'ai pas retrouvé d'informations plus précises que ça, les participants du club vont avoir une émission. Alors je ne sais pas si c'est une émission qui a lieu tous les jours ou toutes les semaines, ou si c'est juste une émission qui a eu lieu comme ça, où ils parlaient des grues. Voilà. Ah, mais terrible ça! Et c'est incroyable. Donc du coup, on va avoir une émission comme ça qui va avoir lieu, qui va revenir visiblement à un cycle plutôt régulier finalement, mais sans savoir justement quel est ce cycle. Mais on a une émission qui va commencer à s'établir justement pour parler de ce programme de conservation et de l'oiseau en question. Parce que c'est là où le petit livret il est super intéressant, la grue du Japon, donc Nihon no Tsuru, c'est que c'est un livre qui parle évidemment de la grue, qui parle de ses habitudes alimentaires, qui parle de son comportement, qui parle de sa reproduction, mais qui parle aussi, finalement, de l'empathie qu'ont les membres du club avec ces oiseaux. Et finalement, ce livre est plus
un testament avec des témoignages des enfants qui vont se placer dans la position de la grue. Il va y avoir des haïkus, donc des poèmes japonais qui vont être écrits sur l'oiseau. Il va y avoir des... C'est pas juste un carnet où on va raconter justement l'histoire de la création de ce club et tout ce qui va se passer au niveau des grues. Oui. C'est beaucoup plus personnel, D'accord. c'est beaucoup plus viscéral que ça. Beaucoup plus viscéral que ça. Donc, ce livret, il est écrit en 1964, il est publié en 65. Et c'est là qu'ils reçoivent à nouveau énormément de soutien, de la nourriture notamment, 20 kilos de poissons 20 kilos de poissons qui étaient protégés dans un emballage spécial pour que les grues ne se rendent pas compte qu'elles mangeaient du poisson mort. Voilà. Ah Il y a ouais. eu des donations de la Japan Airlines et puis il y a eu des donations aussi en argent. 1 million de yens qui ont été offerts au bureau d'éducation de Kushiro et 200 000 pour la Hakan High School, en plus de la nourriture qui a été récupérée. Et tout ça va formaliser un espèce de point de départ pour la conservation de la grue, mais finalement aussi pour la conservation animale au Japon. Et en 1996, tout ça va se concrétiser par le Hakan International Crane Center, que vous connaissez peut-être si vous avez déjà visité le Japon. Et le nombre de grues est désormais, en 2021, de 1478. Je vous rappelle qu'au départ, on était à une trentaine de grues aux alentours de, on va dire, mi-55, début 60. Donc voilà un petit peu cette petite histoire que je voulais vous raconter, qui est à la fois le point de départ de la conservation de l'oiseau au Japon, et puis finalement le point de départ aussi de tout ce qui va être mis en place, mis en évidence pour la protection de la nature au Japon, qui est aujourd'hui, mine de rien, une partie intégrante du paysage nippon. Mais tu en diras peut-être plus, Sophie, parce que tu as eu l'occasion de te rendre au Japon l'année dernière, c'est ça ? Oui, mais alors j'ai pas eu l'occasion de voir les grues, mais j'ai vu. Et alors c'est ça qui m'a vraiment frappé aussi, parce que j'en ai vu pas mal. Il y avait des sortes de publicités, alors c'est pas exactement des publicités, il y avait des tracts ou ce genre de choses, où il y avait des grues dessus. Et effectivement, c'est un projet qui est, à l'échelle du Japon en tout cas, qui a l'air particulièrement actif encore aujourd'hui. Et ça fait plaisir à voir en fait. Tu dis que tout est parti de là et toute la conservation des espaces naturels est partie de là au Japon, c'est quand même une sacrée histoire que tu nous racontes. Ah, c'est fantastique et c'est pour ça que je voulais vous la raconter, parce que lorsque je suis tombé sur le titre de l'article, forcément j'ai été piqué de curiosité, mais quand on creuse vraiment l'article qui n'est malheureusement pas en open access, hein, mais on vous mettra quand même le lien dans la description et puis je vous en ai fait un bon résumé quand même. Oui. Ça reste quand même une histoire absolument extraordinaire, et surtout de se dire que la grue du Japon est passée pas loin de disparaître, quoi. Il y a une espèce d'histoire de rédemption comme ça qui est fascinante. Oui. Et surtout 30 individus, t'imagines le bottleneck que ça a été, c'est-à-dire cette fou, hein. Cette perte de diversité génétique qu'on a dû avoir à l'époque, qui a certainement dû avoir des conséquences, même encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, parce qu'on doit avoir pas mal de consanguinité du coup dans toute la population actuelle. Et ce qui en fait une population qui reste encore à risque si on ne garde pas ces opérations de conservation encore sur le territoire nippon. Si on les poursuit pas, elle peut tout à fait replonger très rapidement, et ça c'est un problème. Il y a deux choses sur lesquelles je voulais finir. D'abord une observation très très intéressante qui est réalisée par un étudiant nommé Wakizaka Kenji, qui est le démarrage du papier de Janet Borland, qui est que les grues arrivent en hivernage un mois plus tôt. C'est une observation qui est faite en 1964. Voilà. Alors par rapport à quoi plutôt, je ne sais pas, peut-être par rapport au début des observations, mais c'est assez intéressant de voir qu'il y avait déjà cette, on va dire, je ne vais pas dire cette plasticité, mais en tout cas, je vais utiliser ce terme dans justement les arrivées des oiseaux en fonction justement des conditions climatiques et autres.
Et puis, je vais terminer par la phrase finalement de ce même Kenji Wakizaka qui disait: Nous n'avons qu'un rêve, que nous, les membres du Club des Grues, faisons notre mieux pour faire en sorte que les grues reviennent à Cannes l'année prochaine et nous mettrons tout en œuvre pour y parvenir. Eh ben, c'est un beau programme. Eh oui, Votez c'est pour un lui. beau. Mais voilà, belle histoire qui nous montre que les enfants sont très très importants dans les programmes de conservation. On a tendance à l'oublier. Mais Jeannette Borland fait aussi une référence aussi à un autre programme de conservation qui a eu lieu en 2003 où les enfants ont été partie intégrante de ce programme. Donc voilà. Mais t'as raison. Et puis en plus, non seulement c'est important pour les programmes de conservation, mais c'est important pour la suite derrière, parce que des enfants qui participent comme ça à la sauvegarde de l'espace naturel qui est autour d'eux, généralement c'est des adultes derrière qui vont être un peu plus soucieux des problèmes d'environnement qu'on va avoir autour de nous aussi. Donc c'est important pour la suite. De prendre conscience de ce genre de choses quand on est petit, ça permet de le garder avec soi après plus tard. Et je lisais un article aujourd'hui qui avait été réalisé en Australie. Donc on parle d'ornithologues australiens et justement la population des ornithologues australiens se rajeunit. Voilà, ça c'est un premier point. Et deuxième point, c'est une population qui explose. Puisque donc du côté de Brisbane, je crois, mais je pense que ça concerne toute l'Australie en tant que telle, on avait aux alentours de, je crois, c'était 7000 observateurs en 2014, et on est passé à 100 000 pendant la Covid, et on est 70 000 aujourd'hui, en 2024. C'est déjà pas mal, effectivement. Donc, en vrai, c'est quand même quelque chose d'assez fantastique, quoi. Voilà. Mais c'est l'éveil à l'ornithologie, même plus à la nature au sens général, commence finalement plus tôt et permet de donner des vocations finalement. D'évoquer des vocations, peut-être. Exactement. Mais il y a même un terme pour ça d'ailleurs, on parle d'éducation à la conservation, c'est un terme consacré maintenant, on en parle d'ailleurs pas mal dans mon boulot aussi, c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est très important. Comment on fait, Sophie, pour intéresser les enfants à ce genre de sujet? Il faut leur montrer quelque chose, il faut les inciter à faire aussi, parce que là, on parle justement de ces enfants qui s'occupent de créer un jardin, s'occupent de noter toutes les observations qu'ils ont sur les oiseaux. Évidemment, le but c'est de les accompagner en fait. Dans l'histoire, le but c'est juste d'être là pour essayer de diriger un petit peu par où ça va, pour éviter que ça parte dans toutes les directions. Mais le but c'est quand même qu'ils fassent par eux-mêmes la majorité des choses et de la même manière pouvoir leur apprendre comment est-ce qu'on fait en fait en vrai. Parce que un programme de conservation au final ça peut être compris par les adultes, mais aussi par les enfants, hein, faut pas croire. Mais si on leur explique bien les choses, ils sont tout à fait capables de mettre en place leur propre petit programme de conservation. Alors ça peut être juste un mini programme de conservation pour construire un petit hôtel à insectes au fond de leur jardin, ou alors ça peut être un truc comme tu nous as parlé pour les grues du Japon, où là on a quelque chose de carrément de carrément mondial à ce niveau-là. Donc c'est possible. Hein. Ce qui est juste incroyable, c'est qu'aujourd'hui on parle comme je t'ai dit la semaine dernière, moi j'étais surpris de voir ça, de me dire mais attends, du coup les grues du Japon ont failli disparaître. Moi j'étais complètement surpris. Et de lire ça, bah tu te rends compte que on vient de tellement loin, quoi. C'est fou, enfin mais complètement. C'est dingue. Mais complètement. Puis moi ça me touche un peu cette histoire aussi parce que je suis allée au Japon et là-bas on m'a offert quand je suis arrivée, ils savaient que j'aimais bien les oiseaux et ils m'ont offert un petit foulard avec le kanji pour grue dessus, exprès, donc c'était gentil. Du coup, j'ai bien aimé. Voilà. Et ben voilà, tout part de là, Sophie. Tout part de cette incroyable histoire. Ah ouais, c'est super. Ça fait plaisir de l'entendre. Sophie,
on va peut-être rester au Japon, je ne sais pas, mais en tout cas, on va continuer à s'envoler. Oui, mais... on va continuer à s'envoler. Mais alors, pas avec des grues cette fois-là, hélas. Mais on va s'envoler avec des choses... Enfin, on va voir, tu vas voir, ça va être sympa. On va parler de drone aujourd'hui, parce qu'il y a un petit drone. Alors, on avait parlé dans un autre épisode, il y a des rapports à tous les autres épisodes, c'est terrible. Mais on avait parlé dans un... dans un autre épisode. Le pire, c'est quand on fait un épisode... qui contredit un épisode qu'on a fait. Ça, c'est à mourir de rire. C'est terrible, ça. C'est terrible. C'est à mourir de rire. Mais le mieux, c'est pour dire que la science avance, quand même. Ça peut pas être mieux que ça, en fait. Mais, en l'occurrence, là, ça va pas contredire quoi que ce soit. On avait parlé, il y a pas si longtemps, des oiseaux n'existent pas. Tu t'en souviens? Oui, mais oui. Ah oui, un épisode qui a beaucoup plu d'ailleurs. Mais oui. On devrait verser dans la théorie du complot plus souvent. Bah écoute, tiens-toi bien parce qu'on n'est pas très loin. Figure-toi que une université, alors il me semble que c'est française, c'est l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Ok, donc on est plus en Suisse, avec un des labos, je sais plus lequel exactement dans cette école, mais un des labos à l'intérieur a construit un petit robot oiseau. Mais alors un petit robot oiseau, c'est pas juste un petit truc avec 2 hélices qui peut décoller comme un petit drone tel qu'on en voit des milliers, des dizaines de milliers sur internet. Non. C'est un petit drone avec 2 ailes, une queue et 2 pattes. Surtout 2 pattes. Et alors, ce qui est absolument génial, et d'ailleurs on vous mettra un lien en vidéo dans la description parce qu'il y a une vidéo de la bestiole et ça vaut le coup d'œil quand même. Ce qui est absolument génial, c'est que contrairement à tous ces drones donc, qui décollent plus ou moins en décollage vertical avec les hélices sur le dessus, lui, il a une petite hélice sur le nez à l'avant, mais c'est tout ce qu'il a. Pour décoller, il va se servir de ses pattes. Et alors il va se servir de ses pattes comme le ferait un oiseau, c'est-à-dire qu'il va sauter avec ses pattes. Donc t'imagines le petit drone oiseau qui prend appui sur ses 2 petites pattes et qui s'élance dans les airs, et une fois qu'il est en l'air, il plane, il utilise sa petite hélice, ou il utilise ses ailes, qui d'ailleurs sont tout à fait mobiles, ses ailes. Il peut battre des ailes s'il veut, elles sont faites comme ça, et il peut s'élever comme ça, et donc, dans la vidéo, vous verrez le petit drone en question, qui est capable de sauter par-dessus des obstacles juste avec ses petites pattes, comme le ferait un oiseau. Tout à fait pareil, exactement. Il est capable de se rattraper sans tomber aussi, parce que ça demande pas mal d'équilibre, il y a pas mal de petits servomoteurs dans les pattes qui vont servir notamment à faire en sorte que l'animal ne se casse pas la figure. Et du coup, il peut sauter par-dessus les petits trucs, il peut sauter par-dessus les trous, et il va sauter suffisamment pour pouvoir prendre son envol sans problème et voler dans la pièce, et on le voit prendre son envol comme ça, en courant un peu, en sautant, et donc c'est un truc qu'on n'avait pas encore réussi à faire avec des drones. C'est-à-dire qu'on connaît les drones qui marchent, vous en avez vu qui courent, vous en avez vu qui sautent, mais vous n'avez pas vu des drones qui marchent et qui volent, parce que c'est juste pas facile de combiner les deux en fait. Ça demande une certaine plasticité qu'en robotique on a beaucoup de mal à mettre, parce que ça va demander plein d'articulations différentes, ça va demander plein de contrôles différents, ça va demander un sacré appareillage, surtout un sacré outillage qui va généralement peser assez lourd, et qui va donc empêcher la bestiole de décoller en fait, c'est une question de poids aussi. Et bah là, ils ont réussi à construire un petit truc qui est plus ou moins de la taille d'un corvidé, donc je me suis dit que ça te plairait. On a toujours cette tier list, Sophie, on a toujours cette tier list. On a toujours la tier list, il faut qu'on la fasse. Et le 100e épisode, hein? Ah, c'est vrai, on va pas gâcher le 100e épisode pour une tier list quand même. Oh, c'est pas gâché. Non, c'est pas gâché. Donc du coup, voilà. Ça pourrait être marrant. Ça pourrait être très marrant. Mais du coup, voilà, ce petit oiseau, qui n'est pas vraiment un oiseau, m'a beaucoup fait penser à l'épisode qu'on avait fait sur Birds Aren't Real, parce que c'est le premier pas vers le genre de petit truc qui pourrait tellement ressembler à un oiseau, tu lui mettrais des plumes dessus, ce serait quand même assez frappant, je pense. Incroyable. Et ils ont beaucoup bossé, et je dis chapeau à l'équipe parce que c'est une petite merveille ce petit robot, c'est incroyable. Si vous le connaissez un petit peu en robotique, vous verrez que la chose elle est incroyable. Et c'est pour ça d'ailleurs ça a pas été publié n'importe où, ce truc ça a été publié dans Nature, parce que quand même c'est pas rien. Et franchement,
elle est trop mignonne, la bestiole. Faut vraiment aller la voir. Elle est vraiment très mimi. Elle fait plein de trucs très sympas. On la voit sauter, on la voit voler. Enfin bref, il y a vraiment du potentiel. Et les auteurs expliquent aussi que, bon, au-delà de l'aspect amusant de la chose, parce que c'est vrai Oui, que bien c'était sûr. très drôle, voilà, c'est surtout l'aspect pratique. Parce qu'en fait, le problème qu'on a avec les drones actuels, c'est qu'on a des drones, mais qui sont plus ou moins monotâches. On peut pas vraiment changer, en fait, de mode de déplacement pour un drone. Un drone va toujours avoir un mode de déplacement. Il pourra pas vraiment évoluer entre deux milieux différents, ça va pas être possible. Il va soit voler, soit il va courir, mais il pourra pas faire les deux. En l'occurrence, il voulait un drone qui soit capable de faire les deux, et donc ça représente une certaine avancée technique, hein, faut bien s'en rendre compte. Donc c'est un drone qui est capable de se balader aussi bien sur le sol, sans problème, et même s'il y a des débris sur le sol, ce sera pas un problème pour lui, mais il peut aussi prendre son envol s'il y a besoin, et assez rapidement, parce qu'il lui suffit de se propulser en l'air à l'aide de ses papates, et il peut sauter par-dessus un obstacle et prendre son envol en même temps. Donc c'est vraiment quelque chose qui, si on arrive à poursuivre cette idée un petit peu plus loin, pourrait vraiment servir dans des situations, par exemple, de problèmes. Mettons qu'il y a un immeuble qui soit effondré ou quoi, il y a des endroits qui sont pas faciles d'accès, peut-être que ça pourra résoudre des problèmes derrière pour aller aider des survivants ou pour faire ce genre de choses. Donc c'est vraiment une avancée technique qui est vraiment... Moi j'ai trouvé ça assez incroyable. Et voilà, je voulais vous en parler pour une petite news un peu différente. Et puis peut-être qu'un jour on aura des drones qui ressemblent trait pour trait à des oiseaux, qui sait. Mais du coup, parce que tu parlais d'applications, on va dire, un peu extérieures au monde de la conservation, est-ce qu'il y a des réflexions autour de ça avec ce genre de drone qui se rapproche, entre guillemets, de la réalité? Alors non, ils sont pas encore partis sur le côté de la conservation, là ils étaient plus partis dans le côté de l'aide à la personne s'il y a besoin. Mhm. Mais la conservation pas vraiment. Mais après, ce qui était aussi intéressant dans le design, si tu veux parler conservation, il y a aussi un point important, c'est encore mieux comprendre les modalités de déplacement et comment ça fonctionne un oiseau, parce que on a étudié le vol de l'oiseau, on en a parlé encore il y a pas si longtemps avec l'histoire des plumes de couverture qui finalement avait quand même un impact sur le vol, hein, on avait discuté de tout ça. Quand je disais Et que on raconte des trucs qui sont balayés dans les autres épisodes, c'est bah là ça vient plus compléter les trucs, mais c'est du vrai. coup, en plus des plumes de couverture, du coup il y a aussi toute l'histoire de locomotion avec les pattes, parce qu'en fait comment ça marche, comment est-ce qu'on fait pour arriver à décoller quand on est un oiseau? Certes on bat des ailes, mais ça suffit pas. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est pas facile de comprendre comment tout ça fonctionne en tant que tout. Et ce petit robot, bah, c'est un petit peu une manière de s'en rapprocher un peu plus, de comprendre un petit peu mieux comment tout ça fonctionne. Parce ils ont vraiment essayé de s'inspirer au maximum des pattes d'un oiseau normal, lambda, j'ai envie de dire, Mhm. pour voir un peu comment fonctionnaient les muscles, pour au mieux copier la réalité pour que leur petite machine volante fonctionne. Et c'est marrant parce que je parle de machine volante, mais ça fait beaucoup passer aux machines de Léonard de Vinci et de ce genre de choses, parce que c'est vrai que Ah. on n'en est pas très loin finalement. On est sur un petit truc qui bat des ailes et qui est capable de sauter. Bon, ça doit bien vous faire penser à quelque chose, hein. Moi, ça me fait penser à plein de choses en tout cas, mais Voilà. ouais, Donc on c'est part sur des petits drones qui en plus, grâce au système de propulsion des pattes et le fait qu'ils n'ont qu'une seule hélice, parce que la plupart, une fois que t'es en l'air, en fait, t'as pas besoin de 15 000 hélices, en fonction du design de ton petit drone, c'est pas... Là, la manière dont ils l'ont fait, il est tout à fait capable de planer pendant un sacré bout de temps avant de descendre, c'est un peu comme si c'était un petit avion, tout simplement, sauf qu'il il va consommer beaucoup moins d'énergie au décollage, et il consomme après beaucoup moins d'énergie qu'un drone normal pour se maintenir en l'air, en fait. Et c'est ok. aussi super intéressant à ce niveau-là. Donc voilà, il y a plein d'applications possibles, vraiment, ça ouvre un champ des possibles, et bon, c'est pas pour rien que ça a été fondé aussi, fondé, anglicisme autant pour moi, ça a été financé notamment par des associations européennes de robotique, parce que bah voilà, ça ouvre quand même des perspectives intéressantes. Voilà. Eh Donc, ben, merci beaucoup, petite... Sophie, pour nous apprendre que maintenant on va devoir aussi identifier des oiseaux de ferraille. Hein, super. Et il y On aura n'avait peut-être déjà plusieurs pas assez de espèces, tu sais travail. pas. On n'avait déjà pas assez de travail comme ça, tiens. Oh, ça ressemble à des corvidés, je pensais que tu serais content, moi. Ah bah, je suis content, moi, c'est... Ah, tout de suite.
En espérant qu'il n'y ait pas 11 000 espèces comme ça, parce que sinon on va vite Non mais tu vois le négatif, là. Faut rester positif. Non, il faut pas le négatif. Mais j'avoue, je serais intéressé de savoir si on va trouver une... Enfin, on va trouver, ça c'est sûr, mais savoir quand est-ce qu'on va utiliser ces robots pour la conservation, parce que... Voilà, si on a un robot qui agit à peu près comme un oiseau, maintenant il ne reste plus qu'à l'intégrer entre guillemets dans son environnement et il pourrait être très pratique. Oui, mais après, faut quand même se rendre compte qu'un truc qui ressemble... Parce que bon, ça ressemble à un oiseau, certes, mais ça a quand même une tête de petit avion aussi, donc c'est pas non plus... ça ressemble pas non plus trait pour trait à un oiseau, mais... Puis faut bien se rendre compte qu'aussi les espèces d'oiseaux, elles sont pas dupes non plus. S'il y a un truc qui se ramène et qui ressemble un peu, mais tu sens bien qu'il y a un truc qui est pas net, ils vont pas rester à côté généralement, ils s'en vont. Donc je sais pas à quel point ce serait utile pour la conservation de ce genre de choses, sachant qu'on fait déjà pas mal de choses avec les drones actuels, parce que ça nous permet d'être assez en hauteur, notamment pour faire des décomptes d'oiseaux lors des nidifications. On avait parlé de ça effectivement il y a pas très très longtemps. Voilà. Tous les épisodes se recoupent, c'est formidable. C'est un multivers. C'est ça, c'est un multivers, exactement. Voilà. Ah bah ce multivers va se refermer, Sophie. Merci beaucoup d'avoir participé à ce nouvel épisode. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Sophie? Et bien comme d'habitude, sur Instagram, sur Twitter, @leplumeux, et sur YouTube, sur la chaîne Entracte Science avec Julien. Et vous retrouvez bien sûr le Courrier de la Sterne toutes les semaines. Vous retrouvez le Courrier de la Sterne également pour les anciens épisodes sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcasts, sur YouTube. On est partout. Ça vous permettra de revoir quelques points qu'on avait déjà évoqués, notamment l'épisode sur les oiseaux n'existent pas. N'hésitez pas à le revoir, on s'était bien marré à le faire. Vous voyez, ça c'est un oui de détermination. Oui, mais c'était un complot. C'est un complot. C'est un complot, exactement. N'hésitez pas. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle théorie du complot, donc. Et d'ici là, passez une bonne semaine. Salut à tous, salut à toutes. À plus.